Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'Espace Mendès France. Donc, l'Espace Mendès France est une association loi 1901. On est chargé de faire la culture scientifique auprès du grand public, ici à Poitiers, mais également en région, dans l'ex-Poitou-Charentes. Voilà, donc aujourd'hui, c'est le début du lancement de la Semaine du cerveau. Ça fait 20 ans que l'Espace Mendès France fait la Semaine du cerveau. Et je vais laisser tout de suite le micro à Laure Belnou, donc, qui est la référente Semaine du cerveau pour Poitiers, qui va vous présenter donc, notre programme et vous donner quelques informations. Merci Christine. Bonsoir à tous. Donc, la Semaine du cerveau, c'est une manifestation qui a lieu en Europe et dans plus de 100 villes en France. Et cette année, elle a lieu du 10 au 20 mars à Poitiers. Donc, à quoi sert cette Semaine du cerveau? Elle permet de sensibiliser, vous, le grand public, à l'importance de la recherche sur le cerveau et de présenter les enjeux de la recherche en neurosciences par la connaissance du cerveau et les implications dans notre société. Et elle permet, comme ce soir, une rencontre avec vous, le public, et de nombreux chercheurs, chercheuses et médecins. Alors, ce soir, on commence la Semaine du cerveau avec cette soirée sur les personnes cérébro-lésées. On continuera donc la semaine prochaine avec deux manifestations, enfin 2 conférences et tables rondes axées sur les troubles et les maladies du neurodéveloppement. Donc une première table ronde aura lieu le mercredi 18 mars à 18h30 avec des chercheurs du laboratoire de neurosciences expérimentales et cliniques. Et ils aborderont tout ce qui est la recherche préclinique au niveau de l'autisme. Le vendredi 20 mars, ce sera pour l'aspect un peu plus clinique des troubles du neurodéveloppement et interviendront durant une conférence 3 pédopsychiatres du centre Laborie. Enfin, une dernière soirée aura lieu le jeudi 19 mars à 20h. Cette soirée est en partenariat avec le META. Elle aura lieu dans la salle de création du META qui se situe au niveau du campus de l'Université de Poitiers et se jouera la pièce de théâtre Memory of Mankind. Cette pièce de théâtre, elle sera suivie d'un échange avec Adrien Julien, qui est neurologue au CHU de Poitiers, et il abordera comme thème la mémoire et l'oubli. Donc enfin, je vais juste finir par des remerciements. Donc j'aimerais remercier l'Espace Mendès France qui nous accueille tous les ans, plus particulièrement Christine Guiton avec qui j'organise cette Semaine du cerveau et qui part à la retraite dans quelques semaines. Donc voilà, donc, vous pouvez l'applaudir un peu parce que... J'aimerais également remercier le service de communication de l'Espace Mendès France, Mathilde Vasseur et Justine Chauvin. Ensuite, j'aimerais remercier également nos partenaires qui nous financent, parce que tout a un coût. Donc, la Société française des neurosciences, la CASDEN et la structure fédérative de recherche. Et enfin, j'aimerais, pour finir, remercier Pauline Texier qui a organisé et préparé cette table ronde de ce soir. Merci. Donc, si les autres intervenants veulent prendre place, maintenant que le PowerPoint est terminé, Jérémy, si tu peux. Voilà. Donc, vous avez voilà, les verres devant vous, les micros. Je cherche Myriam. Donc, c'est Myriam Hassoun donc, qui va intervenir, mais qui également donc, a accepté d'animer donc, cette table ronde. Donc, je vais lui laisser la parole. Et puis également, quelques mots. Donc, c'est l'autrice de l'exposition que vous avez pu voir à l'entrée de la salle, ainsi que son collègue, donc, Xavier Bourdereau, le photographe donc, de l'exposition du jour au lendemain. Voilà, mais Myriam, c'est quand tu veux. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là ce soir pour cette table ronde intitulée « Du flou à la mise au point ». Donc, autour du sujet de la cérébrolésion. D'abord, un grand merci à l'Espace Mendès France de nous accueillir dans le cadre de la Semaine du cerveau et puis d'accueillir aussi jusqu'au 21 mars l'exposition du jour au lendemain que vous avez pu voir en venant ici. Alors, un petit mot sur l'exposition. Elle est le fruit d'un travail artistique en binôme. Donc, Xavier Bourdereau, ici même, photographe, et moi-même. Donc, moi, je suis autrice et documentariste. Mais je voulais ajouter que c'était aussi et surtout un travail collectif et collaboratif auquel ont participé d'une manière ou d'une autre les personnes qui sont là avec nous ce soir. Donc, laissez-moi vous les présenter. Le docteur Rémi Bellier, médecin anesthésiste réanimateur et responsable de l'unité de neuroréanimation au CHU de Poitiers. Bonsoir Rémi.
le docteur Hélène Carrière-Picard, donc médecin MPR, alors c'est-à-dire de médecine physique et de réadaptation au Centre des Terrasses et entre autres à l'antenne Poitou-Charentes du CLANA. Alors on en saura plus sur le CLANA grâce à Pauline un peu plus tard. Ensuite, le professeur Claire Daillot-Fizelier, professeur en anesthésie-réanimation et médecin en neuroréanimation au CHU de Poitiers. Fanny Terrasson, présidente de France AVC 86. Et enfin, Pauline Texier, référente de l'antenne Poitou-Charentes du pôle ressources CLANA, CLANA signifiant cérébrolésion acquise Nouvelle-Aquitaine. Donc ce soir, tous et toutes ensemble, on va tisser différentes paroles médicales, sociales, expertes patientes et une parole artistique. Alors sur le sujet du parcours des personnes cérébro-lésées. À l'issue des différents échanges, vous serez invités à poser toutes les questions que vous voulez. Et donc, juste pour information, en fait, c'est un peu spécial parce que je suis partie prenante puisque j'ai participé à l'exposition, mais j'anime aussi, donc voilà. Pour commencer et puis entrer dans le vif du sujet avec le docteur Carrière-Picard, un petit point. Donc en fait, la cérébrolésion, c'est un problème de santé qui concerne énormément de monde. Est-ce que vous pourriez définir ce que c'est que la cérébrolésion acquise et puis nous donner quelques chiffres clés d'épidémiologie en guise d'introduction? Merci. Je ne sais pas si ça marche. Voilà. Merci de me donner la parole. Donc, cérébrolésion acquise, comme son nom l'indique, c'est assez simple pour le début. Lésion cérébrale, donc une lésion du cerveau, donc de notre ordinateur de bord, quand on simplifie un peu les choses. Et acquise dans le sens où ce n'est pas quelque chose qui est congénital, qui est génétique. Ça survient au cours de la vie. Ça peut être même en périnatal, mais ou plus tard. Alors, plus spécifiquement, quand on parle de cérébrolésion acquise, on évoque la problématique du traumatisme crânien, des plus légers, c'est-à-dire la commotion cérébrale, aux plus sévères, avec des comas parfois prolongés. C'est aussi la problématique des accidents vasculaires cérébraux. De la même façon, on peut avoir des troubles légers et souvent graves. Ça peut être aussi une tumeur, une encéphalite, qu'elle soit infectieuse ou qu'elle soit toxique. Ça peut être une anoxie suite donc à un manque d'oxygène sur une défaillance, on va dire, respiratoire ou cardiaque. En tout cas, c'est pas vraiment, en négatif, c'est pas vraiment une maladie évolutive type une sclérose en plaques, un Parkinson, une épilepsie ou d'autres encéphalopathies. Alors, ceci dit, à partir du moment où nos structures vont accompagner des personnes avec une cérébrolésion acquise, avec une certaine expertise, on va aussi parfois accompagner des personnes qui ont des maladies neurologiques et qui auront besoin de cette expertise. C'est quand même extrêmement fréquent, les cérébrolésions acquises. Alors, peut-être vous le saviez, mais la Nouvelle-Aquitaine est une des régions de France où il y a le plus grand nombre de personnes qui ont été victimes d'une cérébrolésion acquise. Pourquoi? Peut-être parce qu'on s'est un peu organisé, peut-être parce qu'on a mieux identifié les personnes. On n'a pas l'air d'être plus alcoolique qu'ailleurs, ou plus tabagique qu'ailleurs. Mais bon, en attendant, c'est quand même 61 000 personnes cérébrolésées par an qui arrivent dans nos structures hospitalières. Ça veut dire aussi que c'est 150 000 personnes par an en France. Pour le traumatisme crânien, qui est quand même la première cause de handicap acquis des adultes jeunes, on est à 160 000 hospitalisations par an et 240 personnes pour 100 000 habitants. Donc je vous assomme de chiffres, mais j'ai l'impression que ça donne un peu une dimension de ces réalités. Et pour l'accident vasculaire cérébral, c'est quelques autres 140 000 personnes qui vont être touchées chaque année et victimes d'un accident vasculaire cérébral. C'est un peu moins fréquent, les tumeurs cérébrales, c'est un peu moins fréquent les personnes victimes d'une encéphalite ou d'une anoxie.
Certes, pour l'AVC, c'est la même fréquence que l'infarctus du myocarde, et on se doute que certains infarctus du myocarde vont provoquer une anoxie. Donc on se retrouve encore avec une population importante. On parle des adultes, là, plutôt, mais ça peut concerner les enfants. Alors, pour donner aussi encore quelques chiffres, 1000 bébés secoués par an en France, mais aussi environ 500 à 1000 enfants victimes d'un accident vasculaire cérébral. Le traumatisme crânien, ça touche tout le monde, à tous les âges de la vie. C'est 3/4 des hommes, peut-être, qui ont plus de conduite à risque. C'est pour 60% des accidents de la voie publique, mais 40% toute autre source d'accident. Et puis, pour l'accident vasculaire cérébral, quand même, 25% des personnes, donc un quart, ont moins de 60 ans, donc ça ne touche pas que les personnes très âgées. Et puis, c'est la première cause de décès pour les femmes, la troisième cause de décès pour les hommes, et la première cause de handicap acquis, l'accident vasculaire cérébral, tout âge confondu. Donc, quelques chiffres quand même pour montrer l'ampleur du problème. Je vois quand j'étais en lien avec la journaliste qui couvrait cette question, je crois qu'elle n'avait pas tout à fait au départ cette notion de la quantité des personnes qui pouvaient être concernées par cette situation, et d'où la nécessité d'en parler, je crois, d'en parler autour de nous beaucoup, et cette exposition qui me paraissait effectivement aussi une façon de toucher tout le monde par une expérience sensible. Voilà, mais on y reviendra peut-être un peu plus tard. Peut-être si on parle de partage d'expérience, Fanny Terrasson, vous en tout cas, cette expérience-là, vous l'avez vécue dans votre chair, et puis tout le bouleversement quotidien, dans votre quotidien qui s'en est suivi, parce que vous avez vous-même été victime d'un AVC en 2011. Si vous voulez bien partager ça avec nous. Oui, moi j'ai fait un AVC, j'avais 29 ans en 2011. Et je suis rentrée à l'hôpital pour un mal de tête, un horrible mal de tête, parce que je suis migraineuse, mais ce n'était pas du tout la même chose. Et derrière, j'ai fait des complications sur complications. Enfin, dès le lendemain, on passait en une artériographie. On a remonté la petite caméra et ça a décroché un caillot. Et donc depuis, j'ai une valve. En fait, c'est ma valve qui m'aide à vivre. Et derrière, je me noyais dans mon cerveau, donc c'était compliqué, 1 mois et demi de coma. J'étais pas réellement dans le coma, mais j'étais pas là, quoi. Enfin, je pouvais pas interagir avec mes proches. Et puis j'ai la paralysie de tout le côté droit. Donc aujourd'hui, j'ai récupéré en apparence, parce que à l'intérieur, j'ai énormément de douleurs neurologiques. Donc voilà, mais il faut apprendre à vivre comme ça, il faut apprendre à se relever. C'est très brutal, ça arrive. Moi, je me suis endormie et le lendemain matin, je me réveille, j'ai plus rien, quoi. Donc oui, il faut apprendre à vivre comme ça et à l'accepter surtout. Oui. Donc ouais, c'est en attendant, c'est pour ça que j'ai aussi rejoint l'association pour ça, quoi. Donc, mais c'est vraiment compliqué, l'AVC. Juste un mot, l'association, c'est France AVC 86, c'est ça? On en dira un mot à la fin, peut-être que ça peut intéresser plein de personnes de savoir qu'il y a ça. Mais vous êtes aujourd'hui la présidente et vous l'avez rejointe il y a plusieurs années maintenant. Oui, je l'ai rejoint. Au départ, j'aurais aimé que ça existe, enfin, quand moi j'ai fait mon AVC. Donc, je ne l'ai pas rejoint dès le départ après mon AVC, parce que c'était pas possible. Au début, on a d'abord envie de récupérer sa vie. Mais après, j'ai eu besoin d'aider, donc ça fait 6 ans maintenant que je l'ai rejoint. Et là, je m'investis depuis 4 ans. Et dans vos mots, vous parlez de brutalité, de ce qui arrive. Peut-être, docteur Carrière-Picard, sur ce sujet, c'est vrai que la cérébrolésion acquise est souvent décrite comme un point de bascule brutal dans la vie de la personne concernée, mais aussi de ses proches. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur ce qui est touché quand le cerveau est touché? Bon, alors effectivement, une fraction de seconde et tout bascule. Et puis, la personne doit faire face ensuite à des difficultés au long cours. Alors, ces difficultés,
Elles peuvent être tout à fait multiples, puisque j'ai parlé d'ordinateur de bord pour simplifier, mais quand même, finalement, pour bouger, il nous faut un ordinateur, et pour d'abord penser le geste, réaliser le geste, puis il nous faut des muscles pour faire le geste. Donc effectivement, si on touche le cerveau, ça peut se traduire par des troubles de l'équilibre, des troubles de l'organisation motrice, des paralysies. Mais tout ça n'a de sens évidemment que si on est connecté à notre monde, et donc on va parler des troubles sensoriels, donc que ce soit la vue, l'audition, le goût. On peut avoir une anosmie, pas de goût, des troubles visuels divers ou des troubles auditifs. Je n'ai pas parlé des troubles de la sensibilité tactile, mais que ça peut être le toucher, le chaud, le froid, etc. Évidemment, c'est surtout, ça lèse aussi surtout la machine à penser. Donc brutalement, les choses deviennent plus compliquées pour certes élaborer une pensée, peut-être pour la communiquer s'il s'agit d'une aphasie et parler, mais aussi pour réguler ses émotions. Ça peut être difficile après un accident vasculaire cérébral, encore plus difficile parfois pour certains accidents vasculaires cérébraux ou pour des traumatismes crâniens. Ça peut être aussi des difficultés très claires de cognition sociale, c'est-à-dire faire du lien, vivre ensemble, se comporter. C'est très complexe, ça met en jeu des ressources cérébrales multiples. Alors on n'a pas une bosse des maths et une bosse du comportement. Il faut avoir tous ses sens et tout son cerveau pour fonctionner. Donc même une lésion en apparence peu sévère peut entraîner vraiment des difficultés de ce type, cognitives ou comportementales. Et on va souvent parler de handicap invisible, parce que ces difficultés-là sont source parfois de beaucoup de rejets. Déjà, c'est compliqué quand on est paralysé parce que la ville n'est pas forcément aménagée, mais ça peut être aussi extrêmement compliqué quand on a du mal à se comporter, à faire relation, à communiquer, à se projeter, quand il y a beaucoup de préjugés constamment qui vous freinent, et puis des échecs de parcours qui vont se répéter ensuite sur le plan professionnel, comment être inclus et productif dans ces conditions, mais que ce soit aussi sur le plan social, etc. Puis quand la personne souffre, elle est remise en cause vraiment sur qui elle est, vers où elle va, mais on parle de la personne et bien sûr de tous ses proches, que ce soit la famille ou tous les proches impliqués autour d'elle. Donc ça remet en cause finalement, c'est vraiment le bouleversement de tout le système qui concerne cette personne. Docteur Rémi Bélier, alors là on parle, voilà, peut-être on est déjà loin dans le parcours parce qu'il y a eu cette brutalité et puis ensuite le bouleversement. Mais vous êtes au début du parcours en fait, et à un moment en fait dont les patients, vous êtes rendu compte, se souvenaient peu ou plus du tout de leur passage dans votre service en neuroréanimation. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette interruption du fil mémoriel et puis comment c'est en fait à l'origine du projet de l'exposition? Effectivement, donc je travaille en neuroréanimation. Donc c'est là où sont accueillis les patients qui ont une lésion cérébrale importante qui est soit dangereuse immédiatement, soit qui va induire des troubles de la conscience. Et qui dit trouble de la conscience dit souvent trouble de la mémoire et interruption du fil mémoriel de la vie. Et l'équipe était régulièrement confrontée à des demandes d'anciens patients qui revenaient dans l'unité pour essayer de voir les lieux, voir les personnes qui étaient occupées d'eux. Et souvent, tu le disais tout à l'heure, Fanny, j'étais là, mais j'étais pas là. Et leur demande, enfin, ce qu'on interprétait comme ça, c'était aidez-nous à retracer ce moment de notre vie pour qu'on puisse continuer à retricoter la vie. Donc c'est comme ça qu'est né ce projet et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Myriam et Xavier.
Justement, Xavier, si tu veux bien prendre la parole aussi pour raconter comment est né le projet de ta rencontre avec Rémi, et puis peut-être comment tu as pensé tes photos pour qu'elles soient à même de reconstituer ce film mémoriel. Alors la genèse du projet, c'est une amie commune avec Rémi maintenant a acheté une carte postale d'une expo et l'a offert à Rémi en lui disant ce serait super de faire ça dans ton service. Et ça s'est fait, ça a pris quelques années. Et moi, ce qui est chouette là-dedans, c'est l'importance que l'envie vienne de quelqu'un qui travaille dans le service, qui sait ce qui va être montré, ce qu'il veut montrer. Voilà. Et après, tu m'as dit... Comment tu as pensé tes photos à partir de cette idée de film mémoriel à renouer, à raccrocher? Eh bien, en fait, je l'ai fait comme si c'était pour moi, je pense. Moi, j'avais besoin de... Rémi m'en avait parlé pendant plusieurs mois. La réanimation, c'est un... Moi, j'imaginais beaucoup de choses jusqu'au jour où j'y suis allé ce soir du 25 décembre, qui était une idée un peu particulière. Et en fait, moi, ce que je vois, je le fais comme si c'était pour mon souvenir, quoi. Je trouve pas mes mots, je suis désolé. Tout m'intéresse, les gens, les lieux, les postures, les espaces, les soins. Je fais pas de choix dans ce que je veux montrer. Tout ce qui m'est offert m'intéresse. Et après, le fait de le faire en duo, c'est intéressant aussi parce que moi, ça me permet d'avoir quelqu'un qui fait un petit peu diversion des fois en discutant avec des gens. Et l'importance aussi pour moi, en étant dans le service, c'est de me faire oublier. Alors, il me semble qu'on a plutôt réussi. Et ça passe par un truc un peu contradictoire qui est la proximité. Moi, plus je m'approche des gens, plus je me sens légitime d'être là. Et j'ai pas... si je fais la photo de quelqu'un tout au fond, tout au bout de la salle, Antoine par exemple, il me regarde, si j'ai un téléobjectif, ça va être très, très gênant pour lui, et en fait pour moi au moment où il va me voir. Donc moi, plus je suis près des gens, plus on joue des coudes, plus c'est facile, plus je me fais accepter comme ça. Et du coup, moi, je rebondis puisqu'on parle de notre travail et que moi, dans ce travail-là, j'ai fait celui de l'écriture. Je voulais, moi, rebondir sur l'idée de brutalité aussi. C'est ce qui m'a donné l'idée du titre, en fait, de l'exposition du jour au lendemain, avec cette torsion volontaire du lendemain. Dans l'expression, c'est au singulier, mais moi, je l'ai mis au pluriel. Parce qu'en fait, je crois que c'est l'expression que j'ai le plus entendue à travers les services ou les témoignages des personnes qu'on a rencontrées, du jour au lendemain, en fait, quand on leur demandait de nous raconter. Et simplement, ce lendemain, moi, je le voyais vraiment qu'en termes pluriels, puisque nous, avec Xavier, c'est vrai qu'on est allé du service des urgences, donc du premier appel quand il y a un accident ou une suspicion d'AVC, et on a suivi des personnes. Alors, c'est pas les mêmes personnes, mais en fait, on a fragmenté. C'est l'effet mosaïque jusqu'au retour à la maison, qui m'a semblé être une succession de lendemains. En fait, il y a ce jour et tout ce qui se passe derrière n'est qu'une succession de lendemains de ce jour, alors avec une progression et des variations. Mais moi, c'est ce qui m'a le plus frappé en fait dans ce fil-là, qui est à la fois tendu, mais en même temps c'est des fragments mis bout à bout en fait. Donc voilà, en tout cas pour les textes auxquels Fanny vous avez participé. Alors moi j'avais l'idée que les textes soient collaboratifs, donc en fait soit les patients-patientes ou soignants-soignantes étaient ok pour partager, et bien sûr après derrière j'ai eu un gros travail d'écriture, ou bien peut-être l'avez-vous vu, il y a aussi des patients-patientes et même des soignants-soignantes qui ont été ok pour écrire eux-mêmes, ce que je trouvais super en fait, que ça soit augmenté de leurs propres mots, de leur propre travail d'écriture. Et avec Fanny, on a fait un peu un entre-deux. En tout cas, on a pris le temps d'échanger sur votre situation. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous donner votre regard sur le fait d'avoir participé à un travail artistique autour de votre AVC et puis de ce qui s'en est suivi? Moi, déjà, moi, je vis très bien mon AVC au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est vrai que j'ai un regard différent par rapport à quelqu'un qui vient de le faire. Et là, quand j'ai fait ce petit texte,
Mais pour moi, c'est me replonger dans les souvenirs, mais qui sont pas forcément tristes. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié toute l'expo. Et parce que on a les photos au départ, on se revoit en soins intensifs. C'est pas les moments, c'est les moments qu'on se souvient pas, mais qu'on revoit. Et en fait, on voit l'évolution de l'exposition avec au final ce qu'on est devenu. Et quand on voit aujourd'hui, moi quand je regarde l'exposition, je me dis, ouais, j'ai traversé toutes ces étapes-là. Mais aujourd'hui, je suis debout et je suis là, je parle, je pense, alors que je me souviens pas du tout du début, parce que les premières photos, alors je sais que les premières photos, elles ont choqué. Il y a certains patients qui peuvent pas les regarder. Moi, aujourd'hui, je sais que la finalité, c'est que je vais bien. Donc, ça ne me dérange pas de les regarder. Et puis, les premières photos, c'est les moments où on ne se souvient pas du tout. Parce que les patients, quand on est en soins intensifs, franchement, quand on est à moitié dans le coma, on ne se souvient de rien. C'est les familles. Les familles sont autour. Elles ont des images dans la tête, ça, c'est sûr. Mais pour moi, non. L'exposition, elle est magnifique. Elle retrace bien ce que vit un patient. Peut-être que depuis le début, on parle de parcours. Pauline Texier du CLANA, est-ce que vous pourriez nous aider peut-être à énoncer les différentes étapes suivies par une personne victime de cérébrolésions, même si les parcours sont multiples et puis voilà, avec parfois des échecs ou des bifurcations, voilà. Mais je trouve que ça permet de se rendre compte aussi du nombre d'établissements différents concernés, du nombre de secteurs différents et de métiers et d'objectifs différents en fait, qui entourent ces patients et leurs familles. Alors oui, justement l'expo, elle retrace ça. Quand Xavier est venu vers le CLANA en disant voilà, j'ai ce super projet en partenariat avec la Neuroréa. Du coup, les échanges avec le CLANA et différents partenaires ont permis finalement d'élargir et d'aller au-delà de ce service. Et ça permet, si vous avez pu regarder les photos, de se rendre compte que le parcours de la personne qui a eu un AVC ou un trauma crânien, de l'appel au 15 finalement, dès le départ. Et puis donc elle passe par les différents services, Neuroréa, ça peut être aussi de la neurologie, différents services du monde plutôt sanitaire, hospitalier. Et puis à différents moments, le retour à domicile peut être possible, mais parfois le parcours a besoin d'être prolongé par un passage en service de soins de rééducation, de réadaptation. Donc, en général, c'est quand même plusieurs semaines, plusieurs mois pour travailler sur les compétences qui ont été altérées par la lésion cérébrale, pour essayer de retrouver une qualité de vie, une autonomie au quotidien. Et puis, à la sortie des centres de rééducation, les personnes peuvent rentrer à leur domicile. Et là, il y a d'autres acteurs qui entrent en jeu. Ça va être tout le maillage pour le retour à domicile. Il y a bien sûr l'entourage qui est là, qui est aidant dans la mesure de ses possibilités, mais aussi des professionnels qui gravitent autour, paramédicaux, kinés, orthophonistes, etc. Les infirmiers à domicile, les services d'aide à domicile, qui sont vraiment des métiers clés pour accompagner les personnes cérébrolésées. Dans leur retour et dans leur reprise d'autonomie au quotidien. Et puis parfois, le retour à domicile n'est pas non plus toujours possible. Parfois, c'est d'accompagner dans une entrée dans un lieu de vie donc spécialisé. Alors, si pour les adultes, on va parler de femmes, MAS, donc foyer d'accueil médicalisé, maison d'accueil spécialisée, ou différents types de foyers. En fonction de l'âge, on peut orienter vers des EHPAD. Donc ça peut être aussi des lieux de vie après une cérébrolésion. Également dans le parcours, quand on est plutôt sur des adultes qui peuvent encore avoir par exemple des capacités de travail, il y a un projet peut-être de reprendre le travail, donc il y a des services dédiés aussi pour accompagner à l'insertion socio-professionnelle, à l'idée de construire ou de reconstruire un parcours social, professionnel, avoir une raison de se lever le matin, se sentir utile. Ce sont des valeurs qui sont en général importantes pour les personnes que nous pouvons accompagner dans les différents services. Et quand on sent cet élan, les différents services médico-sociaux peuvent soutenir ces projets-là. Donc il existe par exemple des services spécialisés comme des UIROS, donc c'est unités d'évaluation et de réentraînement en orientation socio-professionnelle. Par exemple sur l'ex-région Poitou-Charentes, il y en a un et il est à Niort.
Et donc, il a pour mission d'accompagner à la construction ou reconstruction d'un parcours pour se réinsérer socialement ou professionnellement. Et donc là, c'est aussi des équipes pluri qui vont accompagner des ergothérapeutes, des éducateurs, mais également des chargés d'insertion professionnelle, une assistante sociale, un médecin, une infirmière, enfin voilà, toute une équipe pluri qui va accompagner la personne, parce qu'accompagner à la réinsertion, à la reprise d'autonomie dans sa vie de tous les jours, mais c'est sur tous les aspects. Ce que disait tout à l'heure le docteur Carrière-Picard, le cerveau, c'est très complexe. Et donc, les répercussions peuvent être dans différents domaines, que ce soit ce qu'on va appeler plutôt cognitif, la mémoire, le langage, mais ça peut être aussi sur les aspects de cognition sociale, respecter les conventions sociales. Et donc, tous ces aspects-là, ils doivent être évalués pour voir en quoi ils fonctionnent ou en quoi ils dysfonctionnent, et accompagnés par de la rééducation, de la réadaptation, de la compensation en fonction d'où en est la personne dans son parcours. Donc ça aussi, c'est différents services. Pour le retour à domicile, il existe aussi des services qui sont spécialisés, qu'on va appeler SAMSA ou SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale, service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Différents services qui sont là pour accompagner sur la vie quotidienne, sur l'insertion plutôt sociale, d'oser ressortir de chez soi. Tout à l'heure, c'est des choses aussi que Fanny Terrasson a pu nommer sur le fait, d'abord il y a une période un peu de repli sur soi, d'abord on pense à soi et ensuite on a l'élan d'aller vers les autres. Eh bien les SAMSA, les SAVS, ils sont là pour soutenir cet élan. C'est pas facile de sortir de chez soi dans un corps qui fonctionne pas exactement comme avant, avec un cerveau qui fonctionne pas exactement comme avant, avec parfois des troubles du langage qui vont venir gêner les interactions, ou je vous disais des troubles dans la relation à l'autre. Donc ça aussi, c'est des services médico-sociaux qui peuvent accompagner les personnes cérébrolésées. Les différents services évoqués, ils sont en général sur notification de la MDPH. La MDPH, c'est un acteur clé pour accompagner les personnes cérébrolésées. C'est un guichet qui va permettre de solliciter les différentes aides, que ce soit des équipes pluri qu'on va mettre à disposition, ou ça va être aussi des aides qui peuvent être financières pour soutenir les différents besoins de la personne et ses différents projets. Dans le parcours également, il y a toute l'insertion sociale, la vie associative. Il ne faut pas oublier les associations. Alors souvent, c'est de personnes concernées, de familles, mais qui ont un rôle clé dans le parcours de la personne cérébrolésée. L'entourage a besoin d'être soutenu, a besoin de trouver des personnes qui ont vécu un petit peu la même chose. Donc ça va être France AVC, par exemple, la FTC, l'association Famille des traumatisés crâniens, du coup, qui sont des associations où les personnes concernées et les familles vont pouvoir venir chercher des ressources, un soutien, une écoute, pour cheminer sur ce parcours en lien avec la cérébrolésion. Voilà, je pense que j'ai répondu un peu à la question des professionnels et du panel. C'est parfait. Puis je pense qu'on reviendra sur les associations, puis les GEM notamment. Professeur Dayo Fizelier, peut-être dans ce parcours, la question qui se pose, c'est la passerelle à tendre entre le médical et le médico-social. Donc peut-être un mot sur la question, et puis peut-être du coup une transition sur un projet, je crois que vous avez au CHU de Poitiers. Merci Myriam. Bonsoir à toutes et à tous. La passerelle, en fait, elle se prépare, je dirais, dès l'admission du patient, paradoxalement, parce qu'on est effectivement à la phase toute aiguë. Les patients ne se souviennent pas de nous, mais effectivement, c'est les proches qui sont finalement les plus présents et avec qui on va communiquer. Et cette communication qu'on va avoir avec les proches va nous permettre finalement de préparer les lendemains. En tout cas, le premier lendemain, si je reprends ce que tu as dit, Myriam. Et effectivement, ça va nous permettre alors évidemment, on va avoir toute cette technicité qui est souvent visualisée par les proches comme presque déshumanisante. Je pense que c'est peut-être pour ça que certains patients ne peuvent pas regarder les premières photos parce que ça donne cette impression qu'il y a tellement de technicité que
l'être humain au milieu de tout ça, en fait, on pourrait même l'oublier. Vous voyez, enfin, alors qu'on ne l'oublie pas du tout, je vous rassure tout de suite. Et donc, en fait, la première étape, c'est connaître les familles, connaître notre patient et connaître le patient au travers des familles. C'est vraiment les proches qui jouent un rôle essentiel. Et cette démarche-là, on la vit au quotidien, que ce soit les médecins, mais aussi beaucoup les soignants de l'équipe. Et clairement, tout ce travail, il va permettre d'élaborer la passerelle. Et puis, quand le patient commence à sortir de cette phase aiguë, eh bien, on va commencer à penser à l'avenir. On va commencer à élaborer des projets de rééducation, même si c'est le balbutiement de la rééducation en réanimation, évidemment. Et on va proposer le dossier de notre patient dans les différentes structures qui vont pouvoir l'accueillir après la réanimation. Et pour ça, on a un logiciel qui permet de mettre tous les critères nécessaires aux différentes structures que Pauline vous a expliquées. Mais les premières, c'est-à-dire souvent c'est la rééducation, ce sont les centres d'éveil. Et ces premières structures, eh bien, il y a des équipes médicales de rééducateurs qui vont regarder tous ces critères pour voir si le patient va ensuite être admis dans un autre service et comment on va préparer cet avenir. Donc en fait, cet avenir, il se prépare dès la réanimation. Et évidemment, il se prépare avec les proches, on leur explique, et puis il y a tout ce travail qui est commencé dès la réanimation. Alors, la réanimation, pour certains patients, entre la réanimation, les soins critiques et la réadaptation, la rééducation, eh bien, il y a, dans nos structures qui sont disponibles en France, eh bien, il y avait un manque, on va dire. Il y avait un manque, et ce manque, c'est pour les patients qui ont encore besoin de soins importants, mais qui sont encore trop importants pour pouvoir leur permettre d'aller en rééducation. Et en général, ils restent dans les réanimations, dans notre service. Et malheureusement, dans notre service, on n'a pas les soins de rééducation, on n'a pas le personnel qui permet de faire de la rééducation, puisqu'on a un seul kinésithérapeute pour tous nos patients. Donc en fait, effectivement, on ne peut pas faire le même travail qu'en rééducation. Et donc, depuis quelques années, effectivement, c'est ce que je pense que tu voulais que je parle du service qu'on est en train d'essayer de construire. Il y a des services qui vont se monter partout en France, qui s'appellent des services de rééducation post-réanimation, et qui vont faire le lien. Ce sont encore des patients qui ont besoin d'être scopés, d'avoir cette technicité, mais moins de technicité qu'en réanimation, mais encore suffisamment parce qu'ils sont trop fragiles, et ils ne peuvent pas encore sortir en rééducation, parce qu'ils sont encore trop fragiles, et ils ont encore besoin un peu des réanimateurs. Donc ils ont besoin des rééducateurs, mais ils ont encore besoin des réanimateurs et de l'équipe de réanimation, bien sûr, des soignants qui vont les surveiller à chaque instant. Et donc, ce service qu'on appelle SRPR, service de rééducation post-réanimation, eh bien, on a obtenu, on a déposé un projet, bien sûr, auprès de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, et on a obtenu l'accord pour pouvoir ouvrir, on espère en 2027, au CHU de Poitiers, un service de SRPR pour permettre de combler ce manque entre le service de réanimation et les services de rééducation pour les patients les plus fragiles qui ont besoin déjà de rééducation et qui ont encore besoin de la réanimation. Donc voilà. Docteur Carrière-Picard, je crois que vous souhaitiez aussi prendre la parole sur la passerelle à tendre ou tendue entre le sanitaire et le médico-social. Oui, alors de mon côté, je vais encore vous assommer avec des chiffres. 61 000 personnes par an en Nouvelle-Aquitaine en 2018 qui ont une cérébrolésion qui passe dans les services hospitaliers de MCO. Combien y en a-t-il dans les services de rééducation ? Eh bien, il y en a 9 400 seulement qui sont passés. Et les autres ? Alors, bon, on progresse beaucoup, on organise les parcours, on organise les soins, on améliore la réanimation, on améliore les soins de post-réanimation.
On sait que le cerveau se répare pour partie, mais surtout a une capacité de s'adapter, on parle de neuroplasticité, donc de se modifier pour essayer de faire face à la nécessité d'évoluer. Et reste que cette neuroplasticité, on le dit classiquement, elle est très ouverte initialement juste après le choc, et puis ensuite elle va se poursuivre toute la vie. Moi, je suis encore en train de faire des apprentissages moteurs. Enfin, là, je vous mime ma pauvre trompette sur laquelle je m'exprime. Mais ou cognitif. Donc, toute ma vie, je vais apprendre à faire des choses nouvelles, à m'adapter à de nouvelles situations. Mais juste après la cérébrolésion, c'est vraiment un moment très fort là-dessus. D'où la nécessité d'essayer d'être encore plus, d'allier tout à la fois la réanimation, les soins techniques, tout à la fois déjà la rééducation. Pour les autres, en rééducation, on va essayer encore de continuer à être le plus pluridisciplinaire, on l'a dit, mais ensuite, quand la personne rentre chez elle, peut-être en hôpital de jour, peut-être avec des équipes mobiles. Et par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui, il y a des équipes mobiles de réadaptation qui se sont mises en place dans tous les départements. Et c'est vraiment, là, je prenais 2 rapports qui étaient de 2020 et de 2023. C'est entre ces 2 dates qu'on a vu toutes ces équipes mobiles aussi se mettre en place. Par exemple, il nous manque quand même encore des choses, c'est-à-dire, comme je vous disais, beaucoup ne vont pas aller en rééducation, ces équipes mobiles partent de la rééducation, et pour autant, il faudrait bien qu'ils soient vus, revus, dans leur parcours, qu'ils puissent bénéficier de case managers, en tout cas de gestionnaires de cas, comme on dit de façon barbare, mais qui pourraient les accompagner dans les démarches, dans la sollicitation des bilans peut-être, pour apprendre à se connaître et à se reconnaître, et pour petit à petit, là, pouvoir faire appel au bon moment, parce que notre temporalité, évidemment, de soignant ou de médecin n'est pas le même que le temps des personnes. On n'est pas prêt quand le médecin le dit, on est prêt quand on est prêt. Et donc, à partir de là, effectivement, il faudrait cet accompagnement tout au long du parcours de vie, parce que quand on a des séquelles, finalement, c'est quand même un peu une maladie chronique. Il faut faire avec, au sens de l'ALD du 100%. Voilà, on peut avoir un 100%. Auprès de la sécurité sociale pour des séquelles d'un traumatisme. Donc, il nous manque un peu ces consultations spécifiques, ces bilans, ces case managers, mais là aussi, peut-être il y avait des projets qui vont se poursuivre. Et puis aussi, tout le secteur médico-social aujourd'hui essaye d'évoluer. Avant, vous rentriez dans un stage, puis vous faisiez vos 6 mois de stage. Et aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait ça. On nous demande de plus en plus d'avoir des offres de services beaucoup plus modulables. Si la personne a besoin d'avoir un accompagnement uniquement pour son autonomie dans un appartement, et peut-être on va l'accueillir sur des temps plus ou moins courts, plus ou moins longs sur ce projet-là. Mais elle reviendra quand elle sera prête sur un autre projet. Donc aujourd'hui, tout le médico-social est en train d'évoluer pour vraiment répondre à la demande des personnes au moment où ils ont besoin. Et c'est quand même une petite révolution qui est passionnante d'ailleurs. Et puis une autre révolution aussi qui traverse alors, je crois, tout le monde, la MCO, le médico-social, enfin pardon, la MCO, l'hôpital, le médico-social et aussi nos accompagnements, c'est effectivement la place des personnes qui ont vécu la même expérience. Donc c'est la place des associations, mais la place des pères aidants qui vont aussi nous aider, ou des personnes qui ont vécu cette expérience. On parle de savoir expérientiel, des personnes qui ont eu un AVC et qui vont venir peut-être comme experts réfléchir avec nous sur nos modélisations et sur nos évolutions. Donc beaucoup de travail encore, et avec chacun.
Docteur Rémi Bellier, alors on parle de travail et puis d'évolution, de choses mises en place. Vous, ça a été le cas dans votre service au CHU de Poitiers. Vous avez mis en place différents outils pour prévenir alors le syndrome post-réanimation. Donc je ne vais pas m'aventurer dans l'acronyme anglais, je vous laisse la définition et puis l'explicitation de l'acronyme. Et puis peut-être nous expliquer ce que vous avez mis en place pour cela dans votre service. Ok. Alors déjà, juste pour resituer, la réanimation, c'est un endroit où on va quand il y a une grande fonction vitale qui dysfonctionne. Et déjà, en soi, un passage en réanimation, quelle que soit la cause, ça va induire des conséquences qui vont être physiques, souvent une très grande fatigue, qui vont être aussi psychologiques, qui vont être cognitives, et ça, on retrouve ça chez de 30 à 50% des patients. Et alors, si on rajoute à ça que l'admission en réanimation, elle vient, et que c'est une cause neurologique, eh bien, on va rajouter à tout ça des séquelles, qu'elles soient physiques, cognitives ou psychiques. Et donc, comme on en a parlé tout à l'heure, la proximité avec les proches, elle est, pour amorcer ce partenariat, elle est essentielle et le plus tôt possible. Donc, l'ouverture de l'unité de réanimation, c'est quelque chose qu'on a mis en place 24/24 depuis de nombreuses années. C'est quelque chose qui permet une proximité des familles avec les patients et avec les équipes. Ça permet une grande transparence, ça permet de s'adapter au mode de vie avec des horaires parfois décalés. Donc, on a de très bons retours là-dessus. Donc, travailler sur cette proximité, c'est une première bonne chose. On essaie aussi, à travers différents outils, des affiches, d'expliquer un petit peu ce qu'on fait. Donc, essayer de vulgariser en expliquant à quoi sert tel cathéter, tel monitoring. Et puis, l'équipe soignante, les infirmiers, les aides-soignants, utilise toujours dans cette idée du fil mémoriel, propose en tout cas des carnets de bord. C'est un petit carnet qui est posé dans la chambre du patient, qui lui appartient. Et dessus, les soignants vont pouvoir, ainsi que les familles, noter de façon mêlée, au fur et à mesure et de façon chronologique, ce qui se passe dans la vie. Alors, pas des choses médicales, évidemment, secret professionnel, mais par contre, comment la vie se déroule autour, de façon à raccrocher plus tard, mais de façon assez similaire au projet photo et texte. C'est de retracer tout ça et d'avoir un support ultérieur qui permettra aux patients de repositionner peut-être petite pièce de puzzle après petite pièce de puzzle, et bien cette histoire, son histoire. Alors, c'est pas une fantaisie, c'est des éléments forts, c'est recommandé par la Haute Autorité de Santé, donc c'est des choses sur lesquelles vraiment il y a un investissement, et moi je suis très content que les soignants de l'unité s'en soient emparés. Professeur Daillot-Fiselier, dans la même lignée, un mot, même si vous aviez déjà commencé à l'évoquer, sur l'influence du travail des soignants et des soignantes dans votre service. Quelle est l'influence de ce travail sur le reste du parcours des patients-patientes ? Déjà, les soignants, je pense qu'ils se sont emparés du projet du carnet de bord. Donc déjà, ça, c'est important pour la suite, parce que clairement, ça a permis ça permet de construire ce qui va se passer, puis avoir effectivement, comme dit Rémi, le fil mémoriel pour le patient. Il est important dans une équipe de neuroréanimation que vraiment on ait une proximité entre les équipes, les différentes professions en fait dans notre équipe qui prennent soin du patient. Clairement, on a une proximité, je pense, réelle dans notre équipe entre
les aides-soignants, les infirmiers et infirmières, et les médecins. Et ça nous permet de, encore une fois, mieux connaître notre patient. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a plein de soins de proximité que les médecins ne font pas, bien entendu. Et clairement, ces moments-là sont des moments privilégiés avec les patients, notamment lorsqu'ils sortent du coma. Alors, à la phase toute initiale, moins, mais lorsqu'ils sortent du coma, au moment où il y a les toilettes, les repas, et tout ça, c'est la vie qui reprend, la vie au sens mémoriel de la chose, je veux dire, bien entendu, et surtout la fonction de toutes les choses, on va dire, qu'on a appris tout petit, mais qu'on va réapprendre en fait après un coma. Et clairement, je pense que ce moment-là, ce sont des moments privilégiés que nous, les médecins, on n'a pas. En fait, on n'est pas présent en général, enfin, ou on est présent, mais on va être présent 5-10 minutes ou un quart d'heure. On ne va pas être là pendant 1 heure, on va pas être là pendant tous ces moments-là. Et cette proximité qu'on a avec nos collègues infirmiers, infirmières et aides-soignants et aides-soignantes, elle est primordiale parce qu'elle nous permet, on communique. Et ça nous donne plein d'informations. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est ce travail qui nous permet de savoir que le patient, il a communiqué pour la première fois, il a compris pour la première fois un ordre simple. Ça, c'est les premiers stigmates de sortie de coma. Et ça, c'est souvent pas les médecins qui sont présents au moment de ces premiers éléments. Et un autre élément, c'est pas que les soignants, c'est les familles. Parce que les familles sont souvent là en disant mais si, je crois qu'il y a quand même, il s'est passé un truc. Et nous on dit ah non, on n'a pas eu une reproduction voilà, on avec nos termes un peu techniques, et on doit se contraindre à ça malgré tout, mais on les écoute quand même, les proches. Et puis après on essaye de rechercher cette conscience qu'on a envie de bien entendu de constater à tout moment, mais je pense que c'est vraiment ces moments privilégiés de proximité que les soignants ont, plus que les médecins. On est soignants, bien entendu, mais en tout cas, les aides-soignants et les infirmiers, qui est primordial. Ouais. Et donc, cette équipe, il faut communiquer entre nous. Et ça, je pense qu'on a ça dans notre service. On a cette proximité qui nous permet de travailler ensemble efficacement. Pauline Texier, quel est le rôle d'un centre ressources comme le CLANA pour fluidifier le parcours des personnes cérébrolésées et éviter que les familles ne se perdent entre les différents interlocuteurs du territoire, ce que vous nous avez énoncé plus tôt? Du coup, le pôle ressources CLANA, donc CLANA, ça veut dire cérébro, lésions acquises, Nouvelle-Aquitaine. Il est né d'un constat du terrain et d'un constat de l'ARS, appuyé par une étude qui a eu lieu en 2019, disant qu'il y a un certain nombre de personnes victimes d'une cérébrolésion qui étaient en difficulté dans leur quotidien, dans le maintien dans l'emploi, dans la vie à la maison, etc. Et qui, peut-être par méconnaissance ou par rupture du parcours de soins, n'avaient pas pu ou n'avaient pas su s'orienter vers les services qui auraient pu peut-être soutenir et éviter que la situation ne se dégrade et qu'ils soient en difficulté tels qu'ils sont à ce moment-là de leur vie. Donc le pôle ressources CLANA, il a été pensé pour éviter ces ruptures de parcours, ou en tout cas remettre en lien la personne avec les différents professionnels, les différents services qui pourraient l'aider à poursuivre son parcours de vie. Donc le pôle ressources CLANA a 3 grandes missions. Celle qui est en lien avec ça, c'est la plateforme téléphonique. Du coup, on a mis quelques petites affiches à titre d'info. Si vous voulez, il y a un numéro à contacter pour avoir des informations en lien avec le parcours d'une personne cérébrolésée. Donc, ce numéro, il peut être utilisé par les personnes directement concernées, par les familles, mais aussi par les professionnels. Et donc, on est une équipe qui sommes là pour aider à éviter les ruptures, ou quand il y a eu rupture dans les parcours, à retisser le lien pour que la personne elle puisse bénéficier de tous les soins, de tous les dispositifs qui peuvent l'aider à avoir une qualité de vie la plus correcte possible suite à sa cérébrolésion. L'ARS nous a confié aussi 2 autres missions qui sont
la sensibilisation à la cérébrolésion, donc sensibiliser sur différents aspects. Ça va de la prévention, qu'est-ce que c'est les premiers signes de l'AVC par exemple, mais aussi aux séquelles après un AVC, après un traumatisme crânien. Les difficultés, certes motrices, elles sont faciles à repérer, mais les difficultés comportementales, cognitives, elles sont du coup moins faciles à repérer, mais très invalidantes, source de difficultés d'insertion socio-professionnelle, de difficultés familiales. Et là aussi, on peut avoir des ruptures dans le parcours de vie liées à des difficultés de prise en compte de ces troubles-là. Donc l'idée, c'est de sensibiliser le grand public, comme des choses comme ce soir, mais aussi de sensibiliser des professionnels et sensibiliser des aidants, etc., voilà, au handicap invisible. Et la troisième mission confiée par l'ARS est du coup l'animation autour de ce qu'on va appeler la filière cérébrolésion, même si elle n'est pas vraiment structurée en tant que telle sur le territoire Nouvelle-Aquitaine, mais en tout cas de faire travailler, de soutenir les dynamiques de professionnels pour travailler entre eux sur des thématiques, sur des sujets qu'ils peuvent avoir en commun. Les personnes cérébrolésées peuvent avoir par exemple des difficultés avec des conduites addictives, et ça peut venir freiner certains parcours de vie. Ça peut venir majorer des difficultés d'insertion, par exemple, socio-professionnelles. Et l'idée, c'est comment on peut faire travailler ensemble les professionnels qui accompagnent les personnes cérébrolésées et la filière addicto pour peut-être travailler sur cette problématique en même temps. Donc, l'idée du CLANA, c'est de soutenir cette dynamique de co-accompagnement de la personne cérébrolésée. Donc on a cette mission d'essayer de soutenir des initiatives sur la filière cérébrolésion. Voilà. Vous vouliez aussi aborder l'intérêt de la paire aidance et parler des GEM aussi. Alors des GEM, vous allez nous dire ce que c'est. Oui, tout à fait. Donc là, je disais dans l'émission, donc on est orienté vers les personnes, les familles, mais aussi les professionnels. Et tout à l'heure, Dr Carrière-Picard en parlait. La paire aidance est quelque chose de très très important dans le parcours des personnes, quel que soit le type de difficultés de santé rencontrées. Mais l'idée de pouvoir échanger avec des personnes qui ont un vécu un peu commun, ça aide en fait à mettre des mots, à avancer, à se sentir compris. Le professionnel, c'est pas en opposition, c'est pas les professionnels versus la paire aidance, c'est les personnes cérébrolésées. En tout cas, le retour que l'on a, nous, des personnes qui sont accompagnées, par exemple, aux terrasses, c'est ils ont besoin des deux, ils ont besoin de l'accompagnement des professionnels, mais ils ont aussi besoin donc de fréquenter, par exemple, le GEM, donc groupe d'entraide mutuelle, qui est une association de personnes concernées par la lésion cérébrale, et donc ils se réunissent, c'est un lieu qui est ouvert, un petit peu comme un centre socio-culturel, c'est un lieu qui est ouvert, il y a des jours avec des activités, mais des jours sans activité non plus, ils peuvent aller juste prendre un café, juste discuter, et l'idée c'est de pouvoir échanger. Et dans ces échanges, il y a du partage d'expériences, il y a des trucs et astuces aussi en lien avec les situations de handicap qu'ils peuvent rencontrer, et puis il y a vraiment une dynamique de soutien et l'idée d'avancer ensemble. Ces GEM, c'est le premier niveau de la paire aidance. Après, ce que tout à l'heure Dr Carrière-Picard évoquait, c'était aussi d'utiliser ce qu'on appelle le savoir expérientiel, c'est-à-dire que quand on a cheminé et qu'on a pris conscience que des différentes étapes qu'on a traversées, et d'après avoir pris assez de recul pour pouvoir aller soutenir l'autre dans la difficulté qu'il rencontre et être prêt du coup à accueillir l'autre tel qu'il est, sans vouloir y plaquer sa propre histoire ou ses propres ressentis. Et donc ça, ce savoir expérientiel, il est de plus en plus sollicité dans les différents services, alors, notamment de la psychiatrie, mais aussi les différents services de soins et du médico-social, pour s'associer en tant que, c'est le métier qu'on va appeler médiateur santé-pair, par exemple, peut-être c'est des choses qui vous parlent. Ce sont des personnes qui vont venir accompagner les équipes de professionnels pour apporter cette compétence dans la boîte à outils des équipes qui sont au plus près des personnes cérébrolésées.
Moi, je voulais juste faire un petit point avant de laisser la parole à Fanny en guise de conclusion. Je voulais juste dire, moi, du point de vue des textes, de l'écriture des textes, on a travaillé dans 2 GEM avec Xavier. Le GEM qui a à Niort, et puis moi, j'ai animé un atelier d'écriture au GEM qui a Angoulême. Les tournesols charentais sont 2 GEM spécialisés pour les personnes cérébrolésées, et j'en garde, moi, un souvenir vraiment très, très fort, parce que c'est exactement comme tu le disais, en fait, Pauline, ça ressemble beaucoup à un centre social. En fait, les personnes viennent comme ça. Et ce qui m'a le plus peut-être marqué, c'est à quel point on rigole. En fait, je m'attendais, parce que c'est quand même, depuis le départ, quand on vient des urgences, l'appel tragique, la neuroréa et dans les GEM, mais on n'a fait que rigoler. Moi, j'ai retransmis un dialogue complet où, en fait, entre eux, ils se font pas de cadeaux, ils se moquent de leur handicap, mais parce qu'en fait, ils sont bien. Et c'était ça, ce qui m'a beaucoup touché aussi, c'est le fait que tous, ils avaient ce discours de dire mais c'est le seul endroit où je peux être moi-même, où je suis bien. Et j'ai trouvé ça, en fait, je me dis que c'est une chance d'avoir ça sur un territoire, quand on se dit qu'on n'est pas tout seul et puis qu'on peut aller parler de soi. Et un mot aussi sur le handicap invisible. Au GEM de Niort, on a rencontré un grand gaillard, il faisait 3 fois ma taille, il était vraiment hyper carré, et il m'a dit mais vous vous rendez compte, moi dans le bus, je suis obligée de demander à ce qu'on me cède la place parce que je peux pas. Et en fait, il se fait mal voir parce que c'est un grand costaud, mais en fait, il ne peut pas faire un trajet de bus debout. Et je me dis, mais en fait, si tout le monde savait ça, ça éviterait ces regards-là, ça éviterait ces jugements qui sont très très lourds à porter. Enfin voilà, pour moi, c'est ces endroits-là, et idem aussi l'association du marathon de parole qui est à Ruffec en Nord-Charente et qui regroupe des aphasiques. Et je crois que j'ai jamais autant papoté que dans le groupement d'aphasiques du Nord-Charente, en fait, et qui était vraiment super pareil et qui s'écoutent entre eux avec les difficultés de parole ou de trouver les mots. Mais voilà, c'est des endroits où il y a de la vie, en fait, et c'est chouette. Enfin, moi, ça m'avait touchée. Et justement, Fanny, vous, avec France AVC 86, vous développez beaucoup ça, les groupes de parole, et justement parce que c'est ce qui vous a manqué, vous, quand vous êtes... un mot pour finir là-dessus. Oui. Justement, j'en avais un cet après-midi, juste avant de venir. J'étais au groupe de parole où on a encore bien rigolé parce que finalement, c'est hyper important pour les patients. Moi, j'aurais aimé que ça existe quand j'ai fait mon AVC, parce que quand je suis sortie, quand on m'a dit vous sortez de l'hôpital, je dis oui, je me rends bien compte que c'est bon, j'ai bien progressé et qu'il y a les nouveaux qui arrivent et qui sont comme j'étais au départ. Mais quand je suis sortie dans la vraie vie, je suis mais en fait, je suis pas du tout au niveau des gens de l'extérieur. Et donc après, moi, j'avais la chance d'avoir j'avais 3 enfants en bas âge, qui étaient très jeunes. Donc, je devais être une maman. Je n'avais pas le choix. J'étais obligée de sortir et je devais les emmener à l'école. J'ai pas eu le choix, quoi. Mais je comprends les gens qui sortent de l'hôpital, qui ont du mal à sortir après à l'extérieur, parce que c'est très compliqué. À l'hôpital, tout est plat. Il n'y a pas de problème. On marche dans les couloirs. Il n'y a pas de souci. Sauf que dans la vraie vie, il y a des trottoirs, il y a des petites marches, il y a des trous dans la route. Et c'est très compliqué. En plus, moi, avec l'AVC, j'ai perdu la vue. Donc, pour me déplacer, c'était vraiment difficile. Heureusement qu'il y avait mes filles. Donc, je comprends que ce ne soit pas évident. Et après, le groupe de parole, justement, c'était pour qu'on se retrouve entre nous. Et de pouvoir, aujourd'hui, quand on est entre nous, on est pareil. C'est-à-dire qu'on va se comprendre les douleurs, les difficultés de chacun. Même ceux qui étaient aphasiques, au début, ils sont arrivés, ils ne voulaient pas parler parce qu'ils ne voulaient pas nous déranger. Je dis, on a tout notre temps, nous. Hein. Donc, et finalement, ils ont fait des progrès énormes. Ils parlent. Aujourd'hui, on ne peut plus les arrêter. Et ça fait hyper plaisir. Parce qu'on se dit, finalement, ils apprécient de venir et ça fait beaucoup de bien. Parce que, oui, même si on a le handicap derrière, aujourd'hui, on progresse tous. Même moi, ça fait 15 ans et je peux vous dire que je progresse encore. Donc on faut se battre, il faut y croire tout le temps. Et moi, j'ai toujours l'objectif de retrouver mes yeux et je sais qu'un jour, je les retrouverai. Donc je ne perds pas l'espoir. Merci beaucoup. Donc, sur cette note positive, on va interrompre nos échanges pour vous laisser la parole si vous avez des questions pour les intervenants, intervenantes.
Merci. Est-ce que vous avez des questions? C'est différent. Oui, allez-y, je vous passe le micro, parce que la conférence est enregistrée. J'en profite pour vous dire que vous pouvez retrouver l'enregistrement de cette conférence si vous voulez la revoir ou faire profiter de vos amis. Alors, merci beaucoup pour vos commentaires assez clairs et assez pédagogiques. Je voudrais m'adresser à Colline, notamment pour poser une question qui va commencer par comment. Comment peut-on faire pour sensibiliser le commun des mortels sur l'appréhension d'une personne qui a fait un AVC, puisque mon épouse a fait un AVC au mois de mai dernier. Elle avait pu reprendre le travail en octobre. Ça veut dire qu'elle avait fait un AVC, mais sans trop de séquelles. Et je ne dis pas un petit AVC, parce que pour moi, ça n'existe pas, un petit AVC. Mais des séquelles, pas de séquelles physiques, mais plutôt des séquelles neurologiques. Mais elle avait envie de reprendre le boulot, reprendre une vie normale, comme vous l'avez dit. Malheureusement, elle est tombée sur un employeur du public. Je ne parle pas d'employeur du privé, parce que dans le privé, ça ne se serait peut-être pas passé comme ça. Et pourquoi je vous dis le public? C'est parce que dans le public, il n'y a pas d'obligation de faire une visite médicale de reprise. C'est scandaleux. Donc comment sensibiliser les gens à ça pour dire, envoyez tout de suite la personne voir le médecin du travail pour qu'il y ait des recommandations à la fois pour la personne, mais aussi pour l'employeur qui, au bout de 15 jours, lui a dit « Mais Anna, tu n'aimais pas du tien ». Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pété un câble. Elle est aujourd'hui en longue maladie, en arrêt de travail pour un grand traumatisme. Moi, je suis hyper vexé par ça, parce que je suis très, très sensible à, les risques psychosociaux. Et vous voyez que je suis relativement ému par l'exemple. Mais bon Dieu, qu'on se bouge le cul dans ce pays pour faire comprendre aux patrons du privé et du public, mais encore une fois, dans le privé, on sera allé voir le médecin du travail dans les 3 jours, puisqu'il y a une obligation de reprise pour les congés de longue maladie. Mais c'est inadmissible que dans le public, on ne fasse pas ça. Parce qu'aujourd'hui, au quotidien, j'accompagne mon épouse pour qu'elle reprenne la pêche qu'elle avait avant, même si je sais qu'elle n'aura peut-être jamais cette pêche-là, parce que c'est une pêchue à côté de moi, elle ne prendra pas la parole, mais franchement, comment peut-on faire pour sensibiliser les gens à ça? Merci. Merci pour votre question. Je suis parmi vous. Voilà. Merci pour votre question et votre témoignage. Je rejoins effectivement plus la sensibilisation, plus il y aura de monde, sensibiliser à l'handicap invisible, effectivement, ces scènes-là ne se reproduiront pas. Pour autant, ça existe encore. Ça nous est rapporté aussi au niveau du CLANA. Je vous disais tout à l'heure, on est une équipe plurie. Dr Carrière fait partie de l'équipe. On est aussi dans un établissement où il y a différents services que l'on peut solliciter quand on a des situations un peu comme ça. Moi, ce que ça m'évoque, c'est... pardon, j'ai perdu le fil de ma pensée. Du coup, quand vous dites, elle est sortie et du coup, elle a voulu retourner à l'emploi parce que c'était important, il existe des dispositifs de transition, notamment Comet, qui est un dispositif en sortie des centres de rééducation. Je ne sais pas si, on ne va pas ici devant tout le monde exposer ça, mais parfois ça peut être proposé, mais parfois, Dr Carrière-Picard l'expliquait, les gens ne vont pas forcément dans les services de rééducation, donc ils ne sont pas forcément en lien avec des dispositifs tels Comet. Pour Comet, c'est la transition pour essayer de retourner de manière plutôt, on va dire, précoce vers l'emploi, quand les personnes étaient déjà en poste. Et puis après, il y a des services qui vont accompagner quand, du coup, le maintien dans l'emploi est devenu difficile. Tu veux compléter peut-être? Oui, alors le service public est effectivement pas le meilleur employeur du monde et ce ne s'applique pas forcément les mêmes obligations que le secteur privé. Là aussi, il y a des progrès, mais il y a aussi des difficultés, que ce soit dans le privé ou dans le public, c'est-à-dire qu'on ne trouve plus non plus de médecins du travail. Et ça pose aussi des problèmes dans le privé. On trouve beaucoup moins de médecins de prévention dans le public. Donc il y a des équipes d'accompagnement. On a parlé de Comet. Il y a aussi ces équipes médico-sociales, ces stages UROS, etc., qui peuvent être une solution. Alors ça va venir peut-être trop tard ou pas, parce que des fois on peut rediscuter encore de l'aménagement. Mais comme vous dites, il faut qu'un employeur le souhaite.
c'est toujours compliqué. Si on tombe sur un employeur qui lui-même a vécu la cérébrolésion pour lui-même ou dans sa famille, comme par hasard, les choses sont plus faciles. Si c'est pas le cas, on parlait beaucoup du rejet, des incompréhensions, vous faites pas d'efforts, vous vous souvenez bien de ce que vous voulez, etc., etc., etc. Mais malgré tout, ces actions de sensibilisation, elles sont importantes. Le CLANA a ces missions-là de sensibiliser, là, les médecins du travail, là, les médecins traitants. Les médecins traitants, là, on en parlait pour la commotion cérébrale, par exemple. Mais on essaye point par point, et puis il faut revenir, d'essayer de faire ces actions de sensibilisation, que ce soit par des envois de messages, de plaquettes, que ce soit par des formations, voilà. Et puis cette journée peut peut-être en faire partie. Oui, je ne sais pas si on m'entend là. Oui, voilà. J'ai envie d'avoir votre avis parce qu'on a sur des problèmes qui atteignent le cerveau, qui ne sont pas forcément aussi massifs que tout ce qui a pu nous être exposé là ce soir. Moi, je suis concerné par une affection cérébrale, vous me pardonnerez pour les termes, qui est assez légère, mais un peu handicapante, dont certains pourraient dire oh, bah, c'est une maladie de vieux, ou, voilà. Mais non, elle est avérée. Je suis suivi au centre hospitalier dans le service qui convient. Et on a décelé une légère altération qui n'est pas invalidante, très handicapante, mais qui gêne un peu, et qui entraîne des troubles de mémoire, des choses comme ça. Donc j'aurais voulu qu'on me dise quelques mots là-dessus. Bon, cette soirée était consacrée oui, c'est pas une plus consultation. à la cérébrolésion acquise, peut-être moins aux maladies cérébrales diverses. Ceci dit, quand on contacte le CLANA, peut-être on saurait aussi vous réorienter. Il y a des consultations mémoire, peut-être, qui sont déjà des bons points de départ pour rencontrer là une expertise, un bilan et pour être orienté. Et elles se sont développées dans tous les hôpitaux. Oui. Bon, je vais essayer de faire court. Ma voisine me dit de faire court alors que ça pourrait durer 1 heure. Bon, je suis passionné par le sujet. J'ai l'impression que les gens le savent. J'ai bien aimé l'intervention, enfin toutes les interventions de toute façon, sur le groupe d'entraide mutuelle. Alors ce matin, moi, avec mon groupe de marche, eh ben, c'était un groupe d'entraide mutuelle. On a bien rigolé. Et on en est conscient, on sait qu'il faut rigoler tous les jours. Enfin, on a appris ça il n'y a pas longtemps. Hein. Rire tous les jours, c'est très important. Autrement, bon, j'ai des dizaines de questions un peu partout. Ah oui, je suis passionné d'informatique, de robotique et d'intelligence artificielle. Est-ce que vous commencez au CHU à utiliser l'intelligence artificielle? Sinon, je peux aller vous voir pour ça. Je vends ma camelote. Merci. Pardon. Hop, je vais là-bas et je reviens. Alors, je vais me lancer, parce que moi, je ne suis pas du tout passionnée par l'intelligence artificielle. Non. Est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle en tout cas en réanimation? Non, pas particulièrement. Pour notre travail du quotidien, en fait, avec nos patients ou avec les familles. Donc non, on n'en est pas à ce stade-là, pardon. Mais par contre, on l'utilise forcément avec toute la technicité qu'on utilise, mais c'est pas nous personnellement qui développons quoi que ce soit ou qui l'utilisons au quotidien avec nos patients. L'intelligence artificielle, elle nous entoure en fait maintenant et elle va se développer, mais pour l'instant, effectivement. Clairement, on n'a pas de moyens. Peut-être c'est ça que c'est peut-être ce à quoi vous faites allusion, c'est-à-dire des moyens pour pouvoir communiquer avec nos patients, y compris leur. Enfin, vous voyez, je ne sais pas si c'est de ça dont vous vouliez parler, mais
Mais ça, non. Pour l'instant, on n'a pas des choses un peu incroyables comme ça, et je pense que ça n'existe pas pour l'instant, de choses incroyables qui nous permettent de communiquer avec nos patients comateux, si c'était l'allusion. Après, on peut... voilà. C'est mon tour. On vous entend pas. On vous entend pas, monsieur. Bonsoir. Je suis concernée de près par la cérébrolésion de mon frère qui a fait un arrêt cardiaque l'année dernière avec une anoxie cérébrale de 50 minutes qui a entraîné un syndrome frontal et un handicap physique aussi. Aujourd'hui, il est en SSR. J'aurais bien aimé qu'il soit en SSPR. Donc merci madame pour ce projet qui, j'espère, va aboutir et pouvoir être déployé sur tout le territoire parce que il a attendu plus de 6 mois pour être placé en SSR. Je me suis battue, j'ai fait des signalements comme je pouvais parce qu'à 50 ans, on n'a pas sa place en réanimation cardiaque, on n'a pas sa place en chirurgie cardiaque. Et malheureusement, aujourd'hui, il a des séquelles qui sont certainement irréversibles du fait de ce manque de rééducation. Donc merci aussi à tous les soignants qui s'occupent de ces patients, qui sont en attente de rééducation, en attente de soins, avec des ergothérapeutes, avec des kinés, avec des neuropsys, avec des médecins, des personnes aussi bénévoles qui participent aussi à cette rééducation-là. Et merci pour ce moment, parce que beaucoup de gens n'ont pas cette conscience de toute l'énergie déployée par tous les professionnels de la santé, du médico-social, du social. Donc merci de déployer toute cette énergie, de faire des conférences pour permettre à tout le monde de pouvoir avoir cette conscience-là. Merci. Merci beaucoup, madame, pour votre témoignage. Merci. Moi, c'était peut-être une question qui vient encore plus en amont de votre prise en charge. Je me posais la question, en Nouvelle-Aquitaine, il y a beaucoup de départements sans CHU, donc sans service de neurotraumato. Et est-ce que tout le monde a les mêmes chances sur un territoire où il n'y a pas de service neurotraumato? C'était ma question. Est-ce que vous avez pu faire des études par rapport à ça? Voilà. Alors, en fait, on a, dans les régions, d'une manière globale, il y a un service de neuroréanimation qui est référent pour la région. Donc, en Nouvelle-Aquitaine, il y en a quand même plusieurs. En tout cas, pour l'ex-région Poitou-Charentes, c'est notre service, et c'est le CHU, en fait, avec le plateau technique qui regroupe la neuroréanimation, mais aussi les neurochirurgiens, enfin le service de neurochirurgie, parce qu'évidemment, il n'y a pas que la neuroréanimation, on ne travaille pas tout seul. C'est toutes les professions spécialisées dans la prise en charge du cerveau, de la pathologie cérébrale aiguë, les neuroradiologues, les radiologues qui vont déboucher les artères, ou, enfin voilà, qui font des techniques très spécifiques. Et ça, évidemment, il n'y a pas ça dans tous les hôpitaux, parce que déjà, enfin voilà, un suffit, on va dire. Et alors, des études pour dire s'il y a des pertes de chance ou pas, non, pas particulièrement. Ce qu'on sait, c'est que, évidemment, plus on arrive rapidement à l'hôpital lorsqu'on a une lésion cérébrale, eh bien, mieux c'est, clairement. Mais on a la chance quand même en France d'avoir des services de prise en charge préhospitalière quand même avec des médecins, avec des prises en charge qui sont optimales dès la prise en charge grâce au SAMU. Et on a maintenant un maillage du territoire. En tout cas, je parle de l'ex-région Poitou-Charentes, mais c'est vrai aussi autour de Bordeaux. Enfin, vous voyez, nous, on parle de notre région, qui permet quand même de communiquer très vite avec les services d'urgence et les services, les hôpitaux non universitaires comme les CHG, les centres hospitaliers généraux des autres départements, et pour pouvoir rapatrier le patient le plus rapidement possible vers notre plateau technique. Donc clairement, on a une organisation qui a vraiment... enfin, je pense qu'on est bien organisé pour permettre que le patient arrive le plus vite possible. Évidemment, s'il est à 2 heures de route, c'est pas pareil que si vous êtes juste à la porte du CHU. Je ne peux pas vous dire le contraire. Mais on n'a pas de moyens pour faire mieux. Et puis, on ne peut pas non plus déployer clairement cette technicité partout dans tous les hôpitaux.
parce qu'en fait, on fait bien que ce qu'on fait souvent. Et si on imaginait déployer, avoir plein d'argent, on va dire, ce qui n'est pas le cas dans la santé publique, mais bon, imaginons, on rêve, on a plein d'argent, on va en mettre partout, des patients, des équipes avec des chirurgiens, des réanimateurs très spécialisés, etc., etc. Eh bien, si on imagine ça, déjà, on n'aurait pas assez de docteurs spécialisés. Et surtout, comme c'est un événement, même si Hélène vous a dit que c'était un événement fréquent, c'est quand même pas un événement si fréquent que ça. C'est fréquent quand on a tous les patients qui ont cette pathologie-là et on le fait tous les jours. Et on fait bien et on est très performant, on devient expert que si on fait tous les jours tout ça. Et clairement, je pense que si on fait une fois de temps en temps la prise en charge de ces patients-là, eh bien, on est peut-être un peu moins bon. Mais voilà. Donc, oui, bien sûr. On travaille en réseau et on s'organise. Alors sur les autres, effectivement, dans les CHG, il y a des unités neurovasculaires. Par contre, c'est chez les neurologues. Mais ce n'est pas des neuroréanimations. Et effectivement, il y a des services qui sont spécialisés en neuro, mais c'est en neurologie avec prise en charge des AVC. Mais effectivement, il n'y a qu'une neuroréanimation dans la région. Mais il y a plusieurs réanimations avec qui on travaille aussi. Vous savez que moi, j'ai été couchée par un outil, mais moi, c'était difficile parce que j'étais embêtée avec ma main gauche. Et je pense à tous les enfants qui ont eu le même problème. Et maintenant, moi, je sais que j'ai écouté et je suis tranquille. Et j'espère que tous ces enfants qui ont ce même problème se sentent comme chez eux et qui pensent à tous ces problèmes et qui ne perdent pas l'espoir. Et j'aimerais bien qu'ils sachent que c'est important qu'ils ne perdent pas l'espoir. Oui, je suis maman d'une grande fille qui a été renversée sur la voie publique il y a 20 ans, post-relationnelle. Elle a été accueillie dans le service du professeur Lapierre à l'époque. Je salue l'avancée, le fait qu'on puisse aller voir les patients, nos proches, 24/24, parce que là, à l'époque, on avait juste une autorisation de 2 heures l'après-midi, je crois. Et puis le fait également que j'ai retenu, c'est qu'il y ait un suivi post-CHU, puisque Camille est restée 3 ans au centre de rééducation. Et puis du jour au lendemain, on nous a dit, maintenant, vous allez, vous choisissez, soit vous l'accueillez chez vous, soit elle va en masse, puisque l'orientation était masse, maison d'accueil spécialisée. On a choisi la maison. Et bien maintenant, adressez-vous à votre médecin traitant. En gros, on s'est retrouvé, le retour à domicile a été très problématique. Le médecin traitant ne l'ayant pas vu de 3 ans. Je vous laisse on était vraiment un peu perdus. On a quand même rappelé le centre de rééducation plusieurs fois, puisque post-relationnel, des gros dégâts, on va dire. Et j'ai aussi donc atterri dans l'AFTC, Association des familles de traumatisés crâniens du Poitou-Charentes, puisqu'on est resté petite région pour être proche de nos adhérents. Voilà, et je voulais dire que cette association a essaimé sur les 4 départements. Merci à Pauline Texier, qu'on a souvent au téléphone pour essayer de trouver des solutions à des familles qui sont souvent en perdition. Elles ne savent plus quoi faire. C'est souvent à ce moment-là qu'elles appellent au secours. Et c'est souvent, quelquefois, difficile de recommencer, de refaire tout le parcours, que ce soit les avocats, les indemnisations, le travail, le médical. Enfin, il y a beaucoup de volets sur cette prise en charge qui est longue, périlleuse
Et c'est vrai qu'il faudrait aussi qu'on ait des retours au CHU pour avoir un bilan comme quelqu'un qui a eu un cancer et qui est rappelé toutes les années pour un bilan. C'est ce qui nous a manqué beaucoup en 20 ans. J'ai dû y retourner 3 fois. Voilà. Peut-être pour répondre à votre remarque, on a pour projet d'intégrer dans la filière de soins post-réanimation, de rééducation post-réanimation, une consultation post-réanimation qui ne répondra évidemment pas à toutes les questions, mais qui a pour objectif de maintenir ce lien de l'après-réa 3 à 6 mois après pour s'assurer qu'il y ait un maillage de soins autour qui soit adapté ou de le réorienter éventuellement. Au niveau de la filière AVC, du coup, dans les UNV, il y a des consultations post-AVC qui sont proposées, en général 6 mois après, là aussi pour un lien. Et puis, ça permet de revoir le médecin et de rééchanger avec les infirmières des consultations post-AVC. Et puis également, peuvent être proposées dans certains centres hospitaliers de l'éducation thérapeutique, parce que c'est aussi échanger sur sa représentation de sa situation, apprendre à se connaître, ce nouveau soi. Et puis aussi, comment on en parle à l'autre, quels mots on met sur ces difficultés. Donc tout ça, ça peut être aussi abordé dans les programmes d'éducation thérapeutique qui sont proposés pour essayer d'accompagner le après. Est-ce qu'il y a une dernière question? Autrement, on approche des 20h, c'est l'heure à laquelle on termine habituellement. Bon, vous poserez la question directement peut-être aux personnes, je ne sais pas, vous me les posez, non. Bon, excusez-moi, pardon. Dernière question. Bonsoir tout le monde. Alors moi, je suis l'épouse donc il a raconté ma vie alors que ça me concernait moi. Donc j'ai fait un AVC au mois de mai, le 24, parce que je cherche toujours mes mots tout le temps et ça c'est énervant. Avec une sensibilité actuellement, je pleure comme je ris. Tout me touche. Et heureusement, alors moi j'ai fait un AVC et je n'ai pas eu de séquelles visibles. Et ça, pour moi, c'est très très dur. Il m'est arrivé quasiment de demander de pouvoir avoir des séquelles visibles pour qu'on me prenne au sérieux et de toujours me justifier. C'est pour ça que j'ai repris le travail très vite. Parce que pour moi, les gens me regardaient comme si elle fait semblant ou quoi que ce soit. Et heureusement que j'ai trouvé l'association parce que j'ai pu être avec des gens qui me comprenaient. Qui comprenaient ce que je disais et ce que je souffrais. Parce que je veux dire, c'est pas normal quand vous allez aux toilettes, quand vous avez plus de vessie et que vous cherchez vos mots tout le temps. Parce que vous devenez même quasiment insociable parce que le fait d'aller même chez des amis pour parler, vous prenez 5 minutes, à la fin, vous perdez le fil. Puis les gens, ça les intéresse même plus parce que les gens n'ont pas le temps. Actuellement, j'ai pas de séquelles visibles, il n'y a rien. Mais oui, j'arrive pas à lire un livre entier sans pour autant le relire pour comprendre ce qui se passe. J'oublie la majeure partie de... On parlait tout à l'heure de l'IA. Heureusement qu'Alexa existe parce que c'est ma meilleure amie. Je lui dis tout pour qu'elle me la rappelle parce que sinon, c'est même pas la peine. Mon mari m'aide beaucoup aussi. Et les pertes de mémoire, je me rends compte, moi, de mes difficultés. Et oui, je deviens même quasiment dangereux pour moi. Parce que j'oublie énormément de choses. Je suis capable de mettre une théière sur le feu et puis de partir. Je m'en rappelle même plus. Et par rapport à mon âge, même si l'INSEE me dit que maintenant je suis... Non, t'es grand-mère, je sais. Mais c'est pas grave. J'ai du mal à me projeter dans l'avenir. Je ne sais pas. Je lis beaucoup, je me renseigne,
Et c'est long. Et j'ai du mal avec le temps. Et la peur aussi de le refaire. Actuellement, je vis avec une épée de Damoclès sur la tête parce que je me dis, si un jour il m'est arrivé de le refaire, est-ce que j'aurai quelqu'un qui va comprendre que je suis en train de faire un AVC? Parce que là, mon mari l'a détecté tout de suite, alors que j'étais dans un lieu public et les gens n'ont rien vu. Et c'est arrivé à la maison qu'on s'est rendu compte que je faisais un AVC. Alors si moi je le fais, supposons un jour ailleurs, est-ce que les gens seront capables de détecter que vraiment... Et ça me fait très, très peur. Il est 20h03, il faut terminer. Par contre, un mot de la fin, c'est qu'effectivement, c'est moi qui ai détecté son AVC et je voudrais dire à tout le monde, si vous avez un doute, il n'y a pas de doute, vous faites le 15. Bravo. Merci, ça va être la conclusion. Faites le 15. Bonne fin de soirée à tous. Merci aux intervenants pour la richesse des échanges. Merci. Et puis à bientôt, j'espère. Voilà. Bonne soirée. Au revoir.